Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 296e rencontre de Lille. On approche des 300 rencontres, ça fait déjà bientôt 4 ans. Et ce soir, on a la chance de recevoir Alexandre Courban pour son roman Passage de l'avenir 1934. Vous verrez que l'année a évidemment une importance capitale aux éditions Agulot, qu'on aime particulièrement, qui avait obtenu le prix de Lille l'an dernier, non, l'année d'avant. Alors, on est ravi de vous recevoir, Alexandre, parce que c'est un ouvrage particulier, singulier. Chez Agulot, il y a toujours une capacité éditoriale à faire des choses qu'on ne fait pas forcément ailleurs. Alors, pour faire rapide, pour faire court, vous êtes historien, vous avez écrit aussi une thèse qui est très intéressante puisqu'elle est évidemment en lien avec l'ouvrage, puisqu'elle est consacrée au journal L'Humanité de 1904 à 1939 et on en parlera évidemment tout à l'heure. Vous êtes aujourd'hui également programmateur culturel pour un comité d'entreprise qui est atypique, apparemment. Vous nous en direz peut-être un petit peu plus. Et depuis 2020, vous êtes conseiller d'arrondissement et notamment délégué à la mémoire et au patrimoine dans le 13e arrondissement de Paris. Et c'est votre premier roman. Alors déjà, j'aimerais que vous nous expliquiez comment on passe d'historien à écrivain, comment vous êtes entré en littérature, à quel moment vous vous êtes dit que le passage du premier roman était présent. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a évidemment plusieurs façons de répondre à cette question. À quel moment on passe de historien à écrivain ou écrivant? La première réponse, c'est que je pense que ça a toujours été présent dans mon esprit d'une façon ou d'une autre, même si ce que j'avais pu écrire aussi ou là, c'était des choses que je gardais pour moi et je m'étais pas encore jeté dans l'ambition d'écrire un roman comme Passage de l'avenir 1934. Et donc, vous l'avez rappelé, pendant 25 ans, j'ai écrit des livres d'histoire, des articles d'histoire, des communications, des colloques, etc. Bref, j'étais historien de façon classique ou atypique, parce que j'ai aussi accompagné des projets un peu différents de ceux qu'on peut accompagner à l'université. Et à un moment donné, probablement la perspective de la cinquantaine approchant, euh, on se dit, ou en tous les cas je me suis dit, qu'il était temps à la fois de me faire plaisir et d'oser faire ce que j'avais au fond de moi depuis longtemps déjà, comme je le disais. Concrètement, j'ai pris à un moment donné la décision d'écrire un polar historique, ou plus exactement une série historique sous forme de polar, puisque Passage de l'avenir 1934 est le premier volume d'une série qui en comprendra 5. Et donc j'ai décidé d'écrire un polar, et pendant une année entière, j'ai réfléchi avant d'écrire concrètement comment j'allais pouvoir nourrir cette série, de quoi elle allait parler, puisqu'il était évident pour moi que ça serait une série qui s'inscrirait dans le Front populaire ou autour du Front populaire, c'est-à-dire de 1934 à la fin de l'année 1938, pour plein de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être à un moment donné ou à un autre dans les échanges. Et donc, comme je le disais à l'instant, pendant une année, j'ai réellement réfléchi à mes personnages, à l'intrigue, à tous ces éléments dont j'avais besoin pour ensuite bâtir un plan que j'écris comme ça, et puis suivre ce plan pour donc écrire Passage de l'année 1934. Quand je me suis mis réellement à écrire, ce qui a été parfois cocasse, c'est que je me suis replongé dans des notes anciennes, donc pas du tout des notes d'écrivain, mais des notes d'historien, puisque je me suis jamais empêché de noter des choses à côté de ce que les archives pouvaient dire sur tel ou tel aspect de mon travail. Et voilà. Et donc j'ai repris tout ça et ça fait partie d'un premier matériau, entre guillemets, que j'ai utilisé pour Passage de l'avenir 1934. Dichotomie entre le statut d'historien et le statut d'écrivain, peu importe. Euh,
Est-ce qu'il y a une véritable différence quand on écrit, quand on est historien et quand on est écrivain? Est-ce que finalement, évidemment, ça ne m'étonne pas, vous avez un plan en tant qu'historien, ça paraît, j'imagine, évident. Mais pour le coup, est-ce que votre manière d'écrire, votre manière qui peut parfois peut-être être académique en tant qu'historien ou universitaire, et de l'autre côté, la liberté que peut s'octroyer un auteur, un écrivain, notamment dans un roman et encore plus un polar historique, est-ce que vous avez pris plus de plaisir dans l'une ou l'autre catégorie? J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire Passage de l'avenir 1934 et je prends beaucoup de plaisir à écrire la suite. C'est une écriture très différente de l'écriture académique et je me suis rendu compte très rapidement, aussi étonnant que ça puisse paraître aux uns et aux autres qui sont présents ou présentes avec nous ce soir, que tout au long de mes études, on m'avait appris beaucoup de choses, mais je n'ai pas l'impression qu'on m'ait appris à écrire. Euh, le travail que j'ai pu faire avec Nadège Agulot sur la première version du manuscrit, par exemple, peut en témoigner, où elle m'a la pointé du doigt des choses qui étaient à modifier pour rendre le texte plus agréable à lire. Euh, et donc, c'est pas, oui, c'est pas du tout c'est pas du tout la même écriture. On va prendre un autre soin dans dans le choix des mots, notamment. Et puis, il y a deux différences, au moins deux différences fondamentales entre un roman et un livre d'histoire. La première différence, c'est que dans un roman, vous pouvez décider à un moment donné ou à un autre qu'il se passe quelque chose qui ne s'est pas produit dans la réalité. Euh, ça peut vous paraître anecdotique, mais à un moment donné à un moment donné, Nadège me demande de reprendre la fin du texte. Donc je retravaille, ce qui en soi ne présente pas une difficulté, et j'ai envie qu'à un moment très précis, il y ait une averse, parce que j'ai envie qu'il y ait un peu de fraîcheur dans le mois de juin, qu'on puisse voir l'humidité sur les pavés et le fait que l'eau, en s'évaporant, redonne une autre couleur au pavé, etc. Voilà. Bon, j'ai envie de ça. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de ça, mais j'ai envie de ça. Et donc, j'écris une scène où il y a effectivement une averse. Voilà. Mais une fois que j'ai terminé cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller quand même regarder la météo du jour. Parce que voilà, j'ai été formé comme ça. Et bon, il a probablement pas plu ce jour-là à Paris. En même temps, il a pu y avoir une averse, c'est pas complètement improbable. Il faisait pas 45 degrés, donc, euh, donc ça fonctionne. Il n'y avait pas non plus 20 centimètres de neige, donc ça fonctionne. Voilà. Ça peut vous paraître tout à fait anecdotique, et j'ai bien conscience que c'est pas grand-chose dans le récit, ça change rien à l'histoire. Mais pour moi, c'est réellement me débarrasser d'un habit et d'en revêtir un autre. C'est-à-dire tout d'un coup, ce sentiment de liberté que vous évoquez, il est concret puisque, pour le dire autrement, moi je décide qu'il pleut, quoi. Même si c'est une demi-heure, il pleut ce jour-là. Voilà. Dans mon roman, en tous les cas, il pleut. Et c'est quelque chose qui m'a fait énormément plaisir. Enfin, donc je le partage avec vous, avec, j'espère, ce même plaisir, mais c'est quelque chose vraiment qui était, oui, un peu comme quand on arrive après plusieurs heures de randonnée au sommet de la montagne là, et qu'on voit le paysage. C'est un peu cette sensation-là, quoi. C'est-à-dire, bah, j'y suis arrivé. J'ai réussi à sortir de quelque chose et à déplacer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'on écrit un livre d'histoire, il n'y a pas de dialogue. On ne crée pas de dialogue. Il peut y avoir des dialogues. On cite éventuellement les protagonistes, mais on ne crée pas de dialogue. Dans mon roman, il y en a quelques-uns. Et j'ai pris là aussi beaucoup de plaisir à écrire ces dialogues et à essayer de donner une identité euh, vocale
langagières aux différents protagonistes qui s'expriment, même si certains d'entre eux n'apparaissent que sur 2 pages. Je voulais qu'ils aient leur propre façon de parler, de la même façon que nous tous. Là, nous avons notre propre façon de parler, que ce soit en termes d'intonation de voix, de tic de langage, d'accent, voilà, toutes ces choses-là qui sont complètement absentes d'un livre d'histoire, en général. En tant qu'historien, vous avez des amis historiens aussi, et je suis persuadé que, évidemment, s'ils le lisent, ils vont peut-être chercher. Je sais que les lecteurs, et notamment ceux qui sont férus d'histoire, cherchent les petits détails, donc finalement, c'est loin d'être si anecdotique que ça. Chaque détail compte pour un historien, et pour le coup, étant donné que vous vous insérez dans un polar historique où je précise qu'il y a des personnages inventés, notamment les deux principaux, le commissaire Bornek qui est donc journaliste à l'Humanité, pardon, le commissaire Bornek et le journaliste de l'Humanité Gabriel Funel. Eux sont inventés, on en reparlera juste après, mais tout le reste, la trame historique, et vous insérez à la fin de l'ouvrage les personnages historiques qui sont réels, tout le reste est réel. Donc c'est important aussi que ce soit les repères temporels ou les repères géographiques soient extrêmement précis et pointus. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord la plupart des choses racontées sont réelles. Il y a un élément du livre qui ne s'est pas produit en 1934, mais qui fonctionne dans l'intrigue. Je ne dévoile pas lequel, mais qui ne tord pas la réalité de l'histoire. Je ne me serais pas permis. À un moment donné, dans le début du livre, il y a une manifestation importante à laquelle prend part, par exemple, Léon Blum, donc leader du Parti socialiste, qui par la suite deviendra président du Conseil. Quand je fais parler Léon Blum dans la manifestation, mais je lui fais dire mot pour mot ce qu'il a dit dans cette manifestation ce jour-là. Je ne me serais pas permis ou bien de lui faire dire quelque chose qui n'a pas d'intérêt, parce que bon, je pense que d'autres personnages à ce moment-là à mettre en scène, ou bien de lui faire dire a fortiori quelque chose qu'il n'aurait pas dit, parce que là c'est pas possible pour moi. C'est pas possible pour moi et c'est pas possible non plus pour vous. C'est-à-dire que si les personnages ayant existé deviennent de temps en temps des personnages de fiction, je, je pense que je trahis tout le monde et que je perds tout le monde. Et c'est pas du tout mon intention. C'était aussi une partie de la mienne sur les dialogues, où il y a une certaine gouaille. Clairement, vous replongez aussi, parfois, pas sur tous les personnages. Comment vous en êtes arrivé justement à vous replonger dans ce vocabulaire de l'époque, et notamment, donc, comme le dit Valérie, pour les dialogues, il y a certains partis pris. Est-ce que vous vous êtes posé la question du langage tout au long du récit finalement, ou au contraire, seuls les dialogues devaient avoir cette petite, c'est pas originalité, mais cette réalité historique. Je me suis posé la question du langage, de l'écriture, du vocabulaire, etc. tout au long du livre, et je continue de me la poser pour la suite que je suis en train d'écrire, forcément, puisque et ça fait le point avec ce qu'on me disait précédemment, c'est-à-dire que prenant plaisir à écrire, j'essaye de transmettre ce plaisir et donc de choisir les meilleurs mots ou les mots qui me semblent les plus adaptés à ce que je souhaite décrire. Pour ce qui est des dialogues, euh, j'ai j'ai fait, euh, j'ai fait ce que j'ai longtemps fait d'une certaine façon, c'est-à-dire que j'ai relu la presse de l'époque. J'ai beaucoup lu et relu la presse de l'époque. Alors j'ai beaucoup relu le journal de l'Humanité, que j'avais par ailleurs déjà beaucoup lu puisque j'y ai consacré ma thèse. Donc voilà, pour avoir une idée de ce que ça représente. Mais j'ai également lu, et parfois pour la première fois, des titres sur la longueur, en tous les cas, que je n'avais pas lus jusqu'à présent. Je pense par exemple
à un journal comme Le Petit Parisien, qui n'est pas un titre que j'avais lu dans le cadre de mon travail d'historien, ou bien le quotidien sportif de l'époque qui s'intitulait L'Auto, que je n'avais pas, l'auto pour l'automobile, que je n'avais pas non plus lu dans le cadre de mes travaux d'historien, mais pour mon travail d'écrivain, j'ai eu besoin de m'appuyer sur ce matériau-là, d'une part, et puis je vous disais que j'avais replongé dans des notes anciennes liées à ma vie d'avant d'une certaine façon. Je suis retombé sur des notes que j'avais prises lors d'un anniversaire du Front populaire où avait été organisé à la Vidéothèque de Paris, si je ne me trompe pas, c'était pas la Cinémathèque de Paris, une soirée consacrée donc autour des films des films français de cette époque-là. Donc là, on était en 1996. J'en ai revu un certain nombre et d'autres, je ne les ai pas revus, mais je me suis replongé dans le souvenir que j'avais de l'époque au moment où je les avais vus pour pouvoir me nourrir de ça. Mais par exemple, pour vous donner un titre de film parmi ceux que j'ai vus, La Belle Équipe de Jean Duvivier, qui est un film qui est typique de cette époque-là du Front populaire, qui en plus est un film, si on peut prendre un instant juste pour parler du film, c'est un film qui est assez merveilleux, puisqu'il a deux fins, ce film-là, aujourd'hui. Il a la fin que voulait faire Jean Duvivier, qui est connu parce qu'il y a une copie qui a été conservée dans une cinémathèque allemande, si je ne me trompe pas, donc on le voit avec les sous-titres allemands. Donc ça, c'est la fin, c'est le director's cut, comme on dirait aujourd'hui, qui est pas celle qui a été projetée, parce qu'elle était pessimiste, la fin de Jean Duvivier. Et nous, on a vu longtemps la fin producteur, qui est une fin extrêmement optimiste. Voilà. Donc, donc ça fait partie des matériaux. Et puis, il y a probablement un autre matériau qui est peut-être attendu par les unes ou les uns, qui est la littérature de l'époque. La littérature de l'époque, au sens où les ouvrages parus à cette époque, pas nécessairement les ouvrages qui racontent cette époque, mais les ouvrages parus à cette époque, euh, voilà, forcément, ce sont il y a certains titres qui m'ont ou influencé ou au long cours, ou dont j'ai pu non pas m'inspirer, mais ou modestement m'inspirer. Parce il y a aussi des rythmes de phrases, des tournures, etc., qui ne sont pas nécessairement celles qu'on utilise en 2024. Intellectuel impressionnant à cette époque-là, dans ce roman, puisqu'on croise des écrivains extrêmement célèbres et on se demande véritablement comment ont-ils pu tous se côtoyer ici ou là. C'est assez faramineux finalement. On se demande si dans 50 ans, et ça sera ma question tout à l'heure, Alexandre, gardez-la au chaud, si dans 50 ou 100 ans, on aura également les mêmes tissus intellectuels. Est-ce qu'on se rappellera finalement? Est-ce que ça aura le même impact? euh, que ce soit Zola, que ce soit Daudet, que ce soit tant d'autres finalement. C'est quelque chose que vous avez aussi voulu marquer, cette présence intellectuelle constante que vous insérez par bribes, hein, c'est jamais trop appuyé et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes toujours dans la subtilité, vous intégrez des petits passages, des petites choses qui nous font référence, qui font référence à un imaginaire collectif, à une intelligentsia faramineuse, hein, clairement. Est-ce que c'est quelque chose qui était volontaire également? Vous vouliez créer ce tissu historique aussi vis-à-vis des grands écrivains et des grands hommes politiques, bien sûr. Oui, je voulais, j'avais envie et j'ai toujours envie d'essayer de montrer deux ou trois choses sur cette période historique. Alors, quelque chose qui va vous surprendre, je continue de penser aujourd'hui, même si ça peut paraître naïf, que le Front populaire aurait pu se terminer autrement de la façon dont il s'est terminé. Et ça, je ne vais pas changer la fin, hein, de l'histoire. Je ne bascule pas dans l'Uchronie en cours. Je resterai dans ce qui est mon domaine.
Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était que je souhaitais montrer des personnages qui sont ni tout blancs ni tout noirs. Il n'y a pas de situation manichéenne. Et pour montrer tout cela, je trouvais que la mise en perspective des réseaux était intéressante, puisque le réseau, par définition, il échappe aux sociabilités évidentes. Euh, le fait, par exemple, que dans les deux protagonistes, puis il y a une troisième qui arrive, mais que le commissaire de police et le journaliste à l'Humanité coopèrent en 1934, c'est plausible, mais ni l'un ni l'autre n'allaient le crier sur tous les toits ou en référer immédiatement à leur hiérarchie, parce que ça ne se faisait pas quand même. Voilà. Donc dans ces années-là, il y a aussi effectivement une présence littéraire qui est forte, d'intellectuels qui est important. Et le Front populaire, c'est aussi une réponse qui émane d'intellectuels, euh, a priori étrangers au champ politique tel qu'on l'entend d'habitude, mais ce sont quand même bien eux qui décident à un moment donné de faire taire les divergences qui peuvent exister au sein des gauches, évidemment auprès de syndicalistes, de politiques, etc. Mais il y a des intellectuels, et c'est vrai que je, je, je trouvais je trouvais qu'il y avait un clin d'œil sympathique, par exemple, à faire que le journaliste de l'Humanité, Gabriel Funel, puisse s'étonner de reconnaître le physicien Paul Langevin dans une manifestation. Mais c'est une réalité. Voilà, Paul Langevin était réellement présent dans cette manifestation, et donc c'est un clin d'œil euh, qui évoque oui, d'autres moments aussi où finalement il peut y avoir non pas une confusion des genres, mais un engagement citoyen, comme bien des années auparavant, lorsqu'il y a eu l'affaire Dreyfus et que des intellectuels comme Zola sont descendus dans l'arène pour, du haut de leur stature d'écrivain, mais pour se prononcer en tant que citoyen sur ce que la France traversait à ce moment-là. 30 aux origines donc, du Front populaire. Finalement, aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce qui reste du Front populaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est évanescent? Est-ce que finalement, on sait peu de choses? Aujourd'hui, vous interrogez n'importe quel jeune aujourd'hui du Front populaire, je suis persuadé que les informations seront plutôt simples ou en tout cas peu détaillées. C'est une période extrêmement à la fois extrêmement forte pour l'inconscient collectif, mais finalement, on sait peu de choses. En tout cas, c'est vrai qu'on lit un petit peu partout de votre livre que c'est quelque chose qui n'est jamais abordé, encore moins dans un polar historique. Ce choix-là, est-ce qu'il est aussi lié à votre thèse, mais également aussi au livre que vous avez écrit, L'Humanité de Jean Jaurès à Marcel Cauchin, 1904-1939, qui est sorti aux éditions de l'Atelier? Est-ce qu'il y a des ponts qui se créent entre toutes ces œuvres? Comment vous avez aussi utilisé cette matière théorique pour ensuite essayer d'en tisser un canevas historique qui serait autour du Front populaire et de ses origines? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Oui, oui, il y en a beaucoup. Pardon. Il y a plusieurs questions dans votre question. La première question, qui est celle de la période et qui est celle du Front populaire. Alors, oui, il nous en reste des choses, et j'en citerai une seule, les congés payés. Avant 1936, pour la plupart de celles et ceux qui travaillent, il n'y a pas de congés payés. Il y a quelques professions qui ont la chance d'avoir déjà des congés payés, mais la plupart des autres personnes n'en ont aucun. C'est-à-dire qu'elles sont en congé pour les ouvriers, ils sont en congé au mois d'août quand l'usine ferme, mais en fait, ils ne sont pas en congé, ils sont au chômage. Donc, charge à eux. Est-ce que c'est Ah, pas justement cruel, entre guillemets, de limiter le Front populaire aux congés payés? C'était plus ça ma question, en effet. ah, Voilà. Est-ce que finalement, est-ce que le Front populaire se résume uniquement aux congés payés? non, le Front populaire ne se résume pas qu'aux congés payés. Il y a
il y a plein de choses qui donnent à voir ce qu'est le Front populaire et je vais essayer, mon ambition est, à travers cette série, donc qui comprendra 5 volumes, de pouvoir balayer ce que le Front populaire a apporté, a donné, mais dans le même temps, il ne s'agit pas de faire il s'agit surtout pas de faire un livre d'histoire. Donc, je ne veux pas botter en touche hein, par rapport à votre question, mais pour moi, ce qui est important, c'est de donner à voir comment et dans quelles circonstances les mobilisations qui sont nées à ce moment-là ont pu déboucher sur telle ou telle chose, mais en même temps de montrer que celles et ceux qui se sont mobilisés, comme celles et ceux qui ne se sont pas du tout mobilisés ou qui étaient hostiles à ce mouvement-là, malgré tout, jour après jour, ils continuaient d'avancer et ils menaient leur existence, leur barque, etc. Ce qui me paraissait important, ce qui continue de me paraître important, évidemment, c'est de montrer à quel point dans ces 5 années, il y a une effervescence qui rend beaucoup de choses possibles pour des hommes et des femmes qui, jusqu'à présent, ne pensaient pas qu'ils puissent, d'une certaine façon, s'inviter à la table de l'histoire ou à l'histoire des grands. Et en même temps, ces hommes et ces femmes ont eux-mêmes traversé des événements ou ont eu écho d'événements qui, bien sûr, aujourd'hui nous paraissent très éloignés, mais qui a pu nourrir l'imaginaire de ces personnes. Les grands-parents de mes protagonistes les plus jeunes ont connu la Commune de Paris, par exemple, de 1871, ce qui forcément aujourd'hui, il y a plus de 150 ans, donc ça nous renvoie alors c'est même pas de l'imaginaire, ça nous renvoie à des choses tellement lointaines que on a ou les livres d'histoire ou ce roman fabuleux d'Hervé Lecor qui s'appelle Dans l'ombre du brasier, où on traverse la commune avec Hervé Lecor. Mais, mais là, sur le Front populaire, il y a effectivement il faut, je pense, faire comprendre faire comprendre comment c'est possible, comment ça arrive, euh, quelles sont les motivations des uns et des autres. Et il y a une protagoniste qui apparaît dans le premier volume, qui s'appelle Camille, qui est une ouvrière et qui vous... Voilà, je dévoile un tout petit peu la suite, vous le verrez dans le volume suivant et ainsi de suite, qu'elle va grandir, entre guillemets, au cours de cette histoire, parce qu'elle va... elle n'a pas froid aux yeux, elle a pas froid aux yeux déjà dans le premier volume, mais dans le second, elle a encore moins froid aux yeux et elle ose de plus en plus parce qu'il n'y a pas de raison que les femmes restent en dehors des mobilisations. Elles ne sont pas du tout restées en dehors de mobilisations. Et vous posiez tout à l'heure une question sur qu'est-ce qui reste du Front populaire. Par exemple, je pense que peu de personnes imaginent qu'en 1936, dans le gouvernement de Léon Blum, il y a plusieurs femmes qui sont nommées ministres, plus exactement secrétaires d'État, alors même que les femmes n'ont pas le droit de vote. Donc, si vous me permettez un parallèle avec aujourd'hui, enfin avec aujourd'hui, au sens 2024, hein, pas avec aujourd'hui précisément. Imaginez que un Premier ministre ou une Première ministre nomme dans son gouvernement un étranger ou une étrangère. Parce qu'en France, depuis 20 ans, 25 ans, etc., oui, je pense que tout de suite, ça nous évoque quelque chose et ah bah oui, c'est sûr que ça change. Ah bah oui, la nomination des femmes dans les gouvernements de Léon Blum a changé et elle ne s'est pas faite aussi simplement que cela. Donc c'est aussi ça que le roman, c'est aussi de cela que le roman parle et c'est pour cette raison que je souhaitais que la première intrigue soit une enquête
sur une jeune femme dont on retrouve le corps noyé dans la Seine et qu'on se demande qui elle est, etc. Parce que cela me permet de parler des femmes dans la société française à ce moment-là. Parce qu'elle est, quand on vous lit, clairement, elle est évidente, que ce soit la révolte ouvrière ou paysanne de l'époque et d'aujourd'hui, du prix prohibitif de certaines denrées comme le sucre, qui a un lien peut-être avec l'essence ou avec n'importe quelle autre denrée aujourd'hui qui peut augmenter de manière importante, que ce soit les violences faites aux femmes. Là aussi, ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé. Il y a des résonances claires avec notre société. Est-ce que finalement le monde a évolué pour vous? Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être en boucle, en cercle vicieux depuis déjà des dizaines et des centaines d'années? Heureusement, le monde évolue. Euh, heureusement, les choses changent et heureusement, tout ne reste pas en l'état. Ceci étant, il n'empêche que parfois, on peut assister à des moments de régression, des moments où on a l'impression de revivre une scène qu'on a déjà vécue réellement ou pas. Euh, et en général, c'est sinon tragique, ça tourne à la farce. Euh, et puis, dans ces nouveaux ces moments qui sont nouveaux, ou aujourd'hui, là où les choses changent, c'est par exemple, vous faisiez allusion aux violences sexuelles et sexistes. Euh, je pense que, comme beaucoup d'hommes, euh, le mouvement MeToo a été pour moi un moment de révélation. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai réellement pris conscience que les femmes qui pouvaient m'entourer, ma compagne par exemple, ma mère, avaient vécu des choses dont elles n'avaient jamais parlé, ou alors euh, euh, que je n'avais pas compris ou pas entendu à ce moment-là. Parce qu'il y a, il y a aussi voilà, c'est pas. Toujours est-il que le mouvement MeToo voilà, met un projecteur plus que salutaire sur des situations totalement inadmissibles. Et là où ça résonne immédiatement chez moi, c'est que je me rends compte qu'en en termes d'histoire et d'histoire sociale, il y a peu de choses sur ces violences sexuelles et sexistes, etc. Et donc, quand je décide d'écrire un polar historique, euh, et cette série donc autour du Front populaire, c'est évident pour moi que dans ce premier volume, il va falloir, enfin, j'ai envie d'aborder cette question-là. Et donc je relis les archives de presse de l'époque. Je cherche des choses concrètement pour savoir ce qui est de la part de ce qui pourrait être mon imagination ou de la réalité. Et je tombe ici ou là mais sur deux lignes qui sont dans un atelier, des ouvrières débrayent pour obtenir le renvoi d'un contremaître qui n'a pas une attitude correcte. Caractérisation des faits et du pénalement Ah bah, répréhensible aussi. Voilà, bien c'est sûr, ça qui est très fort dans la presse de l'époque. tout à fait. Tout à fait. Et oui, oui, c'est même pas de l'euphémisme, on dit rien. Enfin, on laisse pas comprendre ou ne pourront comprendre que celles et ceux qui ont vécu cette situation-là. Mais celui qui ne l'a pas vécu ou autre, il lit l'information en n'imaginant pas ce qu'il peut y avoir derrière. Euh, donc, euh, donc la force du roman aussi nourrit des questions d'aujourd'hui,
des parcours qu'on a, de la personne qu'on est, ben, permet en tous les cas de servir voilà, autrement une histoire et permet aussi de prendre conscience. Et peut-être qu'à la suite, il y aura des études alors documentées, historiques, sourcées, et pas du tout une fiction comme celle-ci, où on ne sera plus dans le plausible et le probable, mais on sera dans l'avéré. Que tout est dans le déséquilibre, tout est bouleversé d'une semaine à l'autre, que ce soit ces manifestations dès le début où il y a, mine de rien, beaucoup de morts. Et je pense que c'est quelque chose qui est aussi extrêmement peu connu, parce qu'on apprend clairement beaucoup de choses dans votre roman, et notamment, j'ai appris que le slogan Travail, famille, patrie n'était pas du maréchal Pétain, mais de François Delarocque du PSF. Ça aussi, c'est c'est pas, on peut pas appeler ça des anecdotes, c'est des éléments forts historiques que vous invoquez au détour, que ce soit dans les indices bibliographiques ou à la fin du roman, ou en tout cas dans le roman. On apprend aussi, alors je ne savais pas, à ma grande honte, que le Figaro avait soutenu le régime de Mussolini. Bref, on a quand même différents éléments qui permettent d'en apprendre un peu plus sur cette époque-là qui était extrêmement instable. C'est aussi ça que vous vouliez montrer, cette déliquescence d'une société qui était d'un côté ou de l'autre de cette lutte entre le communisme et le fascisme, de ces jeux de pouvoir également politiques qui gravitaient autour de cette société. Est-ce que c'est un roman finalement du déséquilibre? C'est une belle formule, un roman du déséquilibre. Je vais la garder. C'est une belle formule. Il faut que je réfléchisse aussi à tout ce que ça peut vouloir dire. Mais la première chose qui est importante quand même à dire, c'est il s'agisse pas du tout pour moi de faire une leçon ou la moindre leçon. Heureusement que les uns et les autres, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on apprend mutuellement des échanges qu'on peut avoir. Si on savait tout, les échanges seraient peut-être moins riches ou alors ou très différents de ceux qui peuvent être aujourd'hui. Donc, ne vous sentez pas coupable de ne pas avoir su que le Figaro a soutenu Mussolini. Euh, on pourrait dire d'une certaine façon que le Mussolini que le Figaro soutient n'est pas non plus le Mussolini tel que vous le connaissez, quand bien même certains ne l'ont pas soutenu dès le départ, hein, que les choses soient claires aussi là-dessus. Euh, il était important pour moi, par rapport à plusieurs choses que vous venez de dire là, il y avait plusieurs choses qui étaient vraiment importantes pour moi. La première, c'était de montrer que la société française de l'époque était extrêmement violente, que les affrontements politiques étaient réellement des affrontements, et que par exemple, lorsqu'on a traversé la crise des Gilets jaunes, où la répression policière a été extrêmement forte, puisque de nombreux manifestants ont été atteints dans leur intégrité physique, c'était pas sans évoquer, pour moi, qui ai entre guillemets vécu dans les années 30, parce que j'ai fait de l'histoire, hein, je n'ai pas vécu dans les années 30, je ne suis pas si vieux que ça, ou pas aussi âgé. C'était important de rappeler que, bah oui, les manifestations, malheureusement, souvent, avaient leur lot de blessés et de morts, et que ça touchait tous les camps. Il n'y avait pas un camp qui était nécessairement plus touché que l'autre. Ça, c'était un point vraiment important. Et puis, c'était important aussi de montrer que ces journées du 6 février 34, donc les journées qui ne sont la journée du 6 février 34 n'est pas décrit dans le roman. On sait qu'elle a eu lieu, mais le roman démarre exprès après. Cette journée qui est considérée comme donc à gauche
le moment qui alarme et qui donc va déboucher sur une série de contre-manifestations, etc., et une dynamique unitaire pour empêcher que l'extrême droite prenne le pouvoir, d'autres la lisent comme étant le point de départ qui échoue, mais le point de départ de ce qui donnera en 1940 la Révolution nationale, puisque on a déjà, vous avez cité Pétain, on a déjà là un certain nombre de protagonistes politiques qui ont fait un choix politique, ou en tous les cas qui font clairement un choix politique sur ce qu'ils souhaitent dans la société française et qui effectivement inventent le slogan travail, famille, patrie. Euh, vous découvrirez dans le deuxième volume consacré à l'année 1935. Après, j'arrête de dévoiler parce qu'on est là pour le passage de l'avenir 1934. Mais vous découvrirez qu'il y a eu un sondage, on est à l'époque des premiers sondages, où une majorité de sondés considèrent que pour que la France sorte de la crise qu'elle traverse, il lui faut un homme fort. Et cet homme fort, je vous le donne en mille, qui c'est? Le maréchal Pétain. Donc, en 35, oui, un sondage qui donne ça. Voilà. Donc, on a des éléments de contexte qui résonnent, qui peuvent résonner bizarrement, mais on a aussi, du coup, ce qui est tout l'intérêt de mon point de vue du polar historique, et en tous les cas, c'était dans cette veine-là que je souhaitais l'inscrire, c'est qu'il me permet de redonner ou de donner la parole aux oubliés de l'histoire. De donner la parole à des hommes, des femmes, des étrangers, des individus qui forcément ont contribué à l'histoire, mais ne sont pas passés à la postérité, et pourtant, euh, eux aussi ont vécu à une époque, et donc forcément influé sur cette époque d'une façon ou d'une autre. Alexandre, on a pour habitude de faire une photo de groupe. C'est le moment avant que vous nous lisiez un premier passage du livre. Voilà, préparez-vous. C'est parfait. C'est bon, merci. Alexandre, c'est à vous pour un premier extrait. Je vais vous lire le début du livre. Samedi 10 février. Le Bouddha remontait doucement la Seine dans ce paisible décor voisin du pont national. Quelques linges finissaient de sécher sur la péniche au rayon d'un soleil de février. Des vêtements d'hommes, de femmes et d'enfants montraient par leur taille différente qu'il y avait une grande famille à bord. Une petite fille, retenue par une laisse près de l'écoutille, s'amusait à scruter le ciel. Elle était semblable à un hanneton renversé sur le dos. Deux autres enfants se cachaient à l'intérieur de la cabine. Un garçon plus âgé faisait la vigie à l'avant, prêt à lever un ou deux doigts pour signaler au père qu'un avalant s'apprêtait à passer à droite ou à gauche. La femme marchait rapidement sur les plats bords sans aucune peur. Elle ne savait pas nager, mais elle était née marinière. La voilà qui venait de pavoiser le commerce de quelques langes blancs. La voici qui s'apprêtait à aider l'homme à la manœuvre. Il fallait le voir, lui, courir sur le bateau du nez au cul pour bouter au large, étalé devant et derrière, afin d'éviter de cueillir la berge. L'homme regardait maintenant les flots s'ouvrir devant la proue de sa maison flottante. Il trimait dur pour vivre de son travail. Le rythme régulier du moteur l'incitait presque à chantonner. Il n'avait aucune envie de redevenir domestique. Cela faisait plus de 5 mois que la lutte contre le trématage s'était terminée, mais il ne pouvait s'empêcher de penser encore à la concurrence déloyale des automoteurs belges, trop longtemps autorisés à passer en priorité aux écluses. Le batelier imaginait dans l'affrètement à tour de rôle obligatoire la solution à ce problème. Il appréciait tellement sa vie de nomade qu'il essayait toujours de voir les eaux du fleuve plus belles que ce qu'elles pouvaient paraître. Tout à coup, le garçon se redressa brutalement. Il saisit précipitamment une gaffe et accrocha difficilement ce qui semblait être un lourd paquet. L'attirant péniblement à lui, il découvrit avec stupeur que ce ballot n'était autre qu'un corps. Merci.
Alexandre. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne sur la temporalité, puisque vous situez ce premier roman de février à juin 1934. Comment vous allez justement découper les prochains et comment vous avez découpé celui-ci, puisque j'ai compris qu'il y allait avoir 5 tomes, que chacun des tomes, j'imagine, aura une année de 1934 à 1938. Ça fait donc 5, si je compte bien. Euh, Comment vous allez traiter des ellipses, finalement, puisque j'ai compris que sur ce tome-là, les mois d'après ne sont pas traités. Comment vous sélectionnez finalement les informations que vous décidez de traiter? Comment je sélectionne les informations que je décide de traiter? Alors c'est une question, c'est une vraie question, mais c'est compliqué d'y répondre aujourd'hui sans tout dévoiler. Euh, ce qui, Alors j'ai une question non, qui non, va. non, mais je vais vous répondre. Je vais pas vous faire comment dire, l'impolitesse de ne pas vous répondre. Euh, pour 1934, parce que là je peux dévoiler les choses différemment, pour 1934, ce qui me semblait essentiel, c'était de donner à voir le moment d'effervescence où vous parliez de déséquilibre tout à l'heure, si je ne me trompe pas, où on passe d'un moment à un autre. C'est-à-dire que, imaginons que vous tous et vous toutes, vous vous embarquiez au mois de janvier 1934 sur un paquebot pour aller par exemple au Japon, et que vous reveniez, après avoir séjourné un petit temps au Japon, et que vous reveniez au printemps 1934, vous avez laissé une France euh, où, à gauche, politiquement, tout le monde, toutes les forces étaient divisées dans l'invective, refusant de faire quoi que ce soit ensemble, bref, voilà. Alors même qu'il y avait un danger qui était de plus en plus présent, puisque vous avez en tête que Hitler est arrivé au pouvoir presque un an auparavant. Vous avez également en tête qu'il y a déjà Mussolini au pouvoir. Et vous revenez en France au printemps 1934, et là, celles et ceux qui ne se parlaient pas sont bras dessus, bras dessous pour changer un certain nombre de choses, et on connaît un processus de sociabilisation politique, de mobilisation extrêmement fort, qui est très différent de celui que vous avez connu. Donc ce que je souhaitais montrer, c'était ce moment-là, c'est-à-dire ce moment de l'unité, en fait, de la construction de l'unité. Ça, c'était vraiment ce qui articulait le contexte historique. Euh, pour 1935, c'est autre chose et je ne vais pas vous le dévoiler, que je souhaite montrer, euh, mais vous comprendrez très vite de quoi il s'agit. Pour 1936, la période des grèves de mai-juin est pour moi une évidence, mais en l'état actuel, le plan que j'ai est celui-ci, etc., etc. Donc vous avez raison, il y a des ellipses. L'avantage du livre, c'est qu'on peut quand même, en quelques lignes, raconter ce qu'il est nécessaire de savoir de ce qu'il s'est passé dans la période qui n'est pas, qui n'est pas écrite. Et en même temps, chacun des épisodes est construit et considéré comme un épisode entier. Il y a, le passage de l'avenir de 1934 se termine, des choses on sait plus à la fin, heureusement, qu'au début. En tous les cas, tout ce qu'on voulait le savoir, a priori, on le sait. Et 1935, c'est une autre histoire avec une partie des protagonistes qui sont les mêmes et à qui il arrive d'autres aventures et auxquelles se joignent encore d'autres protagonistes, puisque voilà, c'est comme ça que la narration se construit. Je sais pas, je n'ai peut-être pas complètement répondu. Si, Si, c'est mais, bon. si, mais je vais enfoncer le clou. Euh, Notamment sur qu'est-ce qui est votre point de départ? Est-ce que finalement c'est le fait historique qui fait découler les personnages ou c'est plutôt les personnages qui amènent ce contexte historique? Parce que ça, c'est intéressant de comprendre euh,
vos choix, vous l'avez très bien dit là, sur l'angle que vous vouliez donner, mais qu'est-ce qui fait découler? Est-ce que c'est la casquette historien qui débute le cheminement de l'esprit, ou au contraire, c'est le côté romancier qui est en train de prendre le pas sur le côté historien et qui est en train de s'immiscer dans votre tête? Alors, j'espère que c'est le côté romancier qui prend le dessus sur le côté historien. Ce qui décide, c'est la position de Gabriel Funel, qui est journaliste. C'est une position idéale pour observer le monde. Et il a la chance de travailler dans un quotidien, dans de la presse écrite. On a perdu cette habitude qui était que lorsqu'on lisait un journal, on le lisait ou le matin ou le soir, mais on ne le lisait pas en permanence sur les téléphones qu'on a dans nos poches ou sur nos ordinateurs, où il y a une espèce de fil d'actu en continu qui déroule. Sans compter les chaînes d'information télévisées en continu ou la radio en continu, etc. Donc nous, aujourd'hui, comment dire, on a un rapport à l'actualité qui est permanent. À l'époque, dans les années 30, le rapport à l'actualité, il est extrêmement présent aussi, parce que des journaux peuvent avoir des rythmes de parution, ils peuvent avoir plusieurs éditions dans la même journée. Voilà, vous découvrirez en 1937, allez, dernière confidence, après il faut que j'arrête, vous découvrirez en 1937 qu'il y avait un quotidien qui possédait jusqu'à 7 éditions différentes par jour, et qui notamment avait une édition que moi je vénère, ou que j'adore, parce qu'elle donne le résultat des matchs de football à la mi-temps. Alors évidemment, aujourd'hui, ça peut paraître totalement absurde, et en même temps, ça en dit long sur le fait que à une époque où le sport est présent, mais n'est pas retransmis comme il est aujourd'hui, mais il y a malgré tout un public qui est là et qui a envie de savoir ce qui s'est passé, etc. Eh ben, il va y avoir des individus qui vont acheter l'édition du résultat à la mi-temps parce qu'ils n'ont pas envie d'attendre l'édition de l'heure après qui va donner le résultat complet. Voilà. Et donc, la presse écrite, il y avait aussi la radio, etc. Bon, c'est encore autre chose, mais elle se développe, c'est pas la même chose. Et la presse écrite, du coup, permet de raconter beaucoup de choses, parce que ce sont aussi des années où, en France, on compte davantage de journaux que ce qu'on en compte aujourd'hui, non seulement des journaux édités à Paris, mais aussi beaucoup de journaux en, en province, et qui ont une importance évidemment très importante, enfin, je veux dire, qui sont vraiment essentiels dans la diffusion des idées, de la vie politique, etc. Mais ces journaux ont un tirage qui peut atteindre des chiffres qui aujourd'hui ne feraient pas lire n'importe quel directeur ou directrice de quotidien, de plusieurs centaines de milliers d'exemplaires par jour, parce qu'à l'époque, les journaux sont également édités le dimanche. Donc on est dans... J'ai employé le terme de vigie tout à l'heure, là, quand je parle du garçon qui est à l'avant de la péniche de son père. La vigie de cette série, c'est Funel. C'est lui qui observe le monde de là où il est. L'autre protagoniste qui, lui, est directement connecté au réel et probablement à la part la plus sombre du réel, c'est le commissaire Bornek, qui, de par ses fonctions, a cette connexion, si je peux le dire ensuite. Et puis l'autre protagoniste qui va insuffler de l'espoir dans cette série, c'est Camille. Voilà, je vous en ai dit plus du coup que... Et voilà, c'est comme ça en tous les cas que dans mon esprit les choses se construisent. Des questions dans le chat sur les prochains ouvrages. Est-ce que les prochains tomes se passeront en France?
Est-ce qu'il va y avoir une extranéité possible ou pas? Est-ce que vous allez rester en France? J'imagine que oui, mais sait-on jamais. Vous avez alors, euh, quelle que soit la réponse que je vous fais, elle est juste. C'est-à-dire que oui, les prochains tomes vont se passer en France et les prochains tomes vont même continuer de beaucoup se passer à Paris. Mais dans le même temps, et j'ai vu la question sur le chat, donc je vais pouvoir y répondre aussi, mais dans le même temps, Paris, Paris et la France ne sont pas, sont pas seuls au monde. Et en ayant choisi une maison comme Agulot, qui est maison de l'Europe, euh, forcément, on peut imaginer que d'autres, que l'écho de la situation dans d'autres pays rejaillissent dans un volume, dans les suites des volumes. Alors moi, je le sais, mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je ne vous le dis pas ce soir. Sur la raffinerie de la Jamaïque. En effet, c'est un acteur important de ce premier tome, et notamment avec son patron. Est-ce qu'il va y avoir une évolution? Comment vous la définiriez aussi? Je sais que vous avez une anecdote particulière par rapport à cette raffinerie. Comment vous avez construit aussi cet élément du paysage de passage de l'avenir? Alors, la raffinerie de la Jamaïque, on n'a pas de raison de la revoir de façon aussi importante dans la suite du récit, puisque là, je crois que j'ai raconté ce qui s'y était passé et que tout est réglé. Ceci étant, elle continue d'exister, donc comme d'autres usines et d'autres personnages, elle peut peupler ici ou là, mais plus comme un clin d'œil pour celles et ceux qui auront lu le premier volume. Euh, et la raffinerie de la Jamaïque, dont ce n'était pas le nom initial, hein, en réalité, la raffinerie de la Jamaïque en 1934 s'appelle la raffinerie C, SAY. Mais je trouvais que l'un des noms qu'apportait la raffinerie, qui était raffinerie de la Jamaïque, était beaucoup plus joli. Elle faisait davantage voyager. Et donc, je me suis permis, voilà, c'est comme l'averse, je me suis permis de lui donner le nom qui me convenait, parce que voilà, je trouvais que c'était comme ça qu'il fallait l'appeler. Que sont Bornek et Funel, il y a quand même un troisième fil narratif, c'est celui d'Ernest Vince. Je ne sais pas si on dit Vince, Moi, Vince. je dis Vince, Voilà. certains disent mince, mais voilà. Voilà, ce directeur de la raffinerie de la Jamaïque, où il y a une intrigue aussi par rapport à ce cours du sucre, le cours du prix du sucre, avec ce patron qui va s'enfermer un petit peu dans son atelier secret, qui est passionné d'art, qui va entasser des toiles, et évidemment des personnages plus ou moins importants vont aussi se greffer autour de cela. On n'en dit pas forcément plus puisqu'il y a une sorte de puzzle qui va se recomposer, mais ça aussi c'est quelque chose je ne sais pas si c'est véritable ou pas, mais il me semble que oui. Il me semble que cette affaire a véritablement existé, mais sans certitude. Peu importe, dans tous les cas, elle est présente dans ce roman-là. Ça en dit aussi quoi finalement sur cette époque-là, sur cette époque qui finalement, ça existe de tout temps. Je ne peux pas dire le mot parce que je ne peux pas forcément en dévoiler. Je me suis embourbé dans une question qui finalement n'aura peut-être aucune réponse. Non, alors, je vais essayer de vous répondre. Euh, j'ai emprunté à un événement beaucoup plus ancien, euh, où il y a eu effectivement un scandale à la raffinerie C, mais pas du tout à l'époque dans laquelle moi je le situe. Voilà. Et donc ça c'est une chose. Et alors je vais essayer d'être clair. Le scandale a existé, mais pas du tout pour la raison
qui est celle du roman. C'est-à-dire que moi, je suis parti d'un scandale ayant existé, je vais être plus clair, je suis parti d'un scandale ayant existé pour imaginer un scandale qui, lui, n'a pas du tout existé et qui y est uniquement dans mon roman. Mais ça me permettait de tirer des fils, ça me permettait d'expliquer qu'il y avait des choses qui étaient plausibles, et notamment le fait qu'un grand patron détourne des millions et des millions pour sa convenance personnelle. C'est quelque chose qui est plausible. Euh, et à partir de ça, j'ai bâti une intrigue. Le personnage d'Ernest Vince ou Ernest Vince, alors lui, n'a pas existé de cette façon-là. Je vais vous confier peut-être un de mes premiers trucs d'écrivain, si je peux le dire comme ça. Euh, pour qu'Ernest Vince puisse exister en termes de personnage de fiction, je suis parti du véritable Ernest qui a existé, sauf que je l'ai débaptisé et je lui ai donné son matronyme, c'est-à-dire le nom de famille de sa mère. Et en imaginant, du coup, ça faisait un autre personnage, quoi. C'est-à-dire que de fait, c'était pas le même. Et en même temps, comme cela ne me gênait pas qu'on puisse, si on s'y intéresse, euh, essayer de repérer ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai, etc. Voilà, c'était comme un indice que je semais parce que je reconnais que je peux, comme tout écrivain, emprunter. Aragon avec cette formule du mentir vrai que je trouve très belle. Voilà, c'était une façon de dire les choses autrement. Funel et le commissaire Bornek, Oui, celui qui justement donne des noms de fleurs aux victimes non identifiées, ça aussi, une sorte de coquetterie, comme tout auteur a ses coquetteries en tant que auteur de polar pour ses commissaires, pour ses enquêteurs plutôt. Pour le coup, est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux personnages-là? Est-ce que vous vous sentez plus proche de l'un ou de l'autre? Est-ce qu'ils sont dans votre tête considérés comme une sorte de binôme ad vitam aeternam? Finalement, qu'est-ce que vous mettez derrière ces deux personnages? Est-ce qu'ils s'inscrivent totalement dans leur époque ou au contraire, on ne peut pas s'empêcher de penser à des individus aussi d'aujourd'hui? alors je sais pas si je dois me sentir plus proche de l'un ou de l'autre, ou si même je dois me sentir proche de l'un ou de l'autre. Ce sont des personnages de fiction qu'au contraire, il faut que je tienne à distance. Parce que sinon, Il y a quand même un qui est plus proche de vous ah dans oui, son journal, d'accord, l'Humanité, sur lequel vous tout à travaillez fait. longtemps quand Alors il même. y en a effectivement on a de fait une proximité, si je peux le dire ainsi, parce qu'effectivement, j'ai longtemps travaillé sur l'histoire du journal d'Humanité. Donc, c'est un, je suis, comment dire, j'ai plus de facilité à imaginer le bureau de Funel que le bureau de Bornek. C'est vrai que je fréquente moins les commissariats, donc c'est plus difficile pour moi. Après, les deux personnages qui n'ont pas le même âge, c'est pas la même génération, ils appartiennent l'un et l'autre à leur époque, et l'un comme l'autre, je disais tout à l'heure que je tenais vraiment à essayer de ne pas écrire de choses de façon manichéenne, noir-blanc, etc. Et ils ont aussi leurs contradictions ou leur coquetterie, leur façon d'être qui peuvent dénoter. Vous l'avez souligné, quand le commissaire Bornek doit identifier le cadavre d'une jeune femme, tant qu'il ne connaît pas l'identité de cette jeune femme, il lui donne le nom d'une fleur et si possible d'une fleur de la saison où l'affaire s'est produite. Et donc il le dit, hein, il y a déjà eu Rose, Hyacinthe, etc. C'était une façon pour moi et j'espère que ça fonctionne,
de le rendre humain, ce commissaire qui est veuf, qui est très seul, qui est un peu taiseux, qui n'est pas un grand bavard, qui peut sembler passer d'une chose à l'autre comme ça, avoir des intuitions qui en fait sont pas les bonnes, mais il rebondit, bon bref, il avance. Et en même temps, ce commissaire, c'est un commissaire de quartier, hein. C'est pas, il fréquente pas le quai des Orfèvres, c'est pas un grand nom de la police, c'est un obscur commissaire, quoi, d'une certaine façon, mais qui fait quand même avancer les choses. Gabriel, c'est autre chose. Gabriel, c'est un jeune journaliste, un peu plus de 30 ans. Il est ambitieux pour l'idée qu'il porte. Il est militant, voilà, il est complètement dans son univers, hein. Il est responsable d'une rubrique, ce qui n'est pas rien, une rubrique qui lui permet de côtoyer beaucoup beaucoup de monde, qui lui permet de voyager. Il passe son temps à décrire le réel et à dénoncer les conditions d'exploitation. Voilà, il est très, comment dire, il est pleinement militant dans tout ce qu'il fait, quand bien même il a lui aussi son jardin secret, un rapport à l'élégance qui dénote un peu, voilà, mais il l'assume, il l'assume tant que et on l'embête pas trop avec ça. Il a une passion, voilà, il a quelques passions qu'on découvre comme ça au fil des pages, dont l'intention première est d'en faire évidemment un vrai personnage, quoi, enfin, un personnage le plus vivant possible. Et que, après, ce sera à chaque lecteur ou lectrice de voir s'ils sont plutôt Funel, plutôt Bornek, plutôt Camille, en fonction des jours et des moments, peut-être aussi. Alors, en effet, il y a un élément aussi dont on n'a pas parlé qui est quand même plutôt important, c'est l'affaire Stavisky, ce banquier qui s'est suicidé selon la version officielle, qui est évidemment largement contestée. C'est aussi un moment charnière du livre qui est évoqué, mais toujours en filigrane, parce que évidemment, ça va débuter l'ouvrage et que, alors, débuter pas forcément, mais en tout cas, vous le mettez au début du livre parce que temporellement, il atterrit au début du livre. Mais qu'est-ce que vous pouvez en dire aussi sur... Je pense que cette affaire-là, elle est en effet aussi connue, mais pas connue, un petit peu comme ce Front populaire qui finalement l'est tout autant. Qu'est-ce que ça implique concrètement dans les événements qui se sont produits ensuite? Concrètement, l'affaire Stavisky, c'est un scandale politico-financier. Stavisky est un escroc. Il a réussi à capter de l'argent par l'intermédiaire de ses connaissances. Et là où les choses se gâtent et vont obscurcir l'horizon, c'est que Stavisky est un Russe naturalisé, donc pour un certain nombre de personnes, c'est un étranger. Par ailleurs, il est juif, donc pour toutes celles et tous ceux qui sont antisémites, bah, c'est du pain béni, si je peux me permettre cette expression, parce que ça donne de l'eau, ça apporte de l'eau à leur moulin sur le fait que les étrangers, les juifs veulent mettre à bas la France. Et puis, de par son réseau, il implique un membre du gouvernement qui a été, on va dire, assez libéral avec l'un de ses beaux-frères en distribuant des décorations, etc. Donc, il y a un scandale qui éclate et qui met à jour un réseau, on va dire, de malfaiteurs, mais c'est pas parce qu'il y a quelques individus qui ont un comportement répréhensible que toute la République est à abattre.
Ce que ne pensent pas celles et ceux qui se sont mobilisés le 6 février, puisque pour eux, c'est le point de départ de leur mobilisation, ou en tous les cas, comment dire, un des prétextes à leur mobilisation. Et ce que je voulais écrire dans le roman, et vous avez raison, parce que l'affaire Stavisky, elle est là en filigrane, euh, contrairement à la noyée du Pont National, qui certes est la fiction, mais occupe peu ou intéresse pas plus que ça la presse. C'est l'affaire Stavisky, c'est tout, il s'est échappé, etc. Bref, on finit par le retrouver et puis il meurt. Donc ensuite, on rattrape d'autres qui sont responsables de la cavale avec lui. C'est cette affaire-là qui occupe la une des journaux, mais on sait tous et toutes qu'il peut y avoir une ou une actualité qui est en une, et dans le même temps, il y a aussi une actualité moins importante ou qui a été en une à un moment donné, puis qui passe sous silence. Et voilà, donc c'était de jouer sur ces différentes temporalités-là. C'est pour ça aussi qu'il fallait voilà, quand même dire deux, trois choses sur qui était Stavisky. Et c'est de la même façon, c'est dans cette perspective-là que Nadège Agulot, l'éditrice, m'a demandé d'ajouter à la fin du volume, ce que je n'avais pas nécessairement pensé ajouter, sur voilà, quelques mots sur les personnages ayant réellement existé, une chronologie, etc. Ce qui, Nadège le sait, ce qui m'a fait sourire, parce que vous l'avez compris, j'essaye d'être écrivain et on me rattrapait pour me redemander d'être historien. Donc, ce que j'ai fait, et je pense que c'était utile. Mais, mais par exemple, moi j'étais ravi que dans cet ouvrage, il y ait une seule note de bas de page. Il la fallait parce que c'était un renvoi à un roman. Mais voilà, c'est c'est tellement une autre aventure, une autre façon de faire que quand on me demande de recontextualiser ou autre, ce qui est tout à fait légitime, hein. J'essaye au maximum de le faire dans le corps du texte, sachant par ailleurs que les lectrices ou les lecteurs ont, j'imagine là, suffisamment d'éléments pour pouvoir comprendre. Et puis pour celles et pour ceux qui découvriraient une période historique et voudraient lire des ouvrages d'historiennes ou d'historiens, bon, je suis prêt à communiquer des choses sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que je n'allais pas mettre une bibliographie. Là, pour moi, ça n'aurait pas tourné au cauchemar, j'exagère, mais j'aurais l'impression d'être rattrapé par, voilà, par tout ce qui est mon passé au sens noble du terme. Et j'espère qu'on tient un équilibre. Vous parliez de déséquilibre, j'espère que là aussi on tient un équilibre. Voilà, après, c'est aux lectrices et aux lecteurs de me le dire. Moi, je suis incapable de le savoir. On vous a par contre obligé à détailler aussi les principaux journaux de l'époque et on se rend compte que beaucoup n'existent plus Oui. finalement. Certains dont on ne connaît peut-être pas du tout l'existence. Je pense à Comoédia ou l'Intransigeant peut-être, voire le Petit Parisien dont vous parliez tout à l'heure. Ils existent peut-être encore, hein. C'est Non, possible. non, c'est des Alors, journaux c'est des journaux qui n'existent plus. c'est Mais vrai. oh non, non, mais c'était logique en fait ce qui était ce qui le comment dire là où l'exercice était difficile, c'était que si je voulais ne perdre personne, c'était qu'il fallait faire extrêmement court. Enfin, une chronologie forcément resserrée, des notices biographiques forcément très très courtes, une sorte de carte d'identité pour les journaux forcément très résumée, sachant que par ailleurs, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, celui ou celle qui a envie d'en savoir davantage trouvera, trouvera de quoi nourrir sa curiosité. Mais c'est c'est logique. Ça aurait été, alors pour le coup, ça aurait été maladroit de ma part de refuser, enfin, ou de refuser, ou de ne pas faire ce travail-là à côté, parce que c'était
c'était mal considérer les lectrices et les lecteurs à qui on doit un certain nombre d'éléments. On s'est posé la question de la carte. Est-ce qu'on fait une carte du 13e arrondissement ou une carte de Paris ou pas? Ça, j'y tenais pas pour une raison toute simple, c'est que je me suis permis d'inventer 2 rues, mais qui sont des clins d'œil, c'est-à-dire ça change rien à l'histoire. Il y a une rue, enfin ce sont 2 rues qui existent, mais je leur ai donné un autre nom que leur nom que leur vrai nom, et c'est vraiment pas grave, ça change rien. Je me suis juste fait moi un petit plaisir secret à ce moment-là, et j'espère que personne m'en voudra. Beaucoup de liberté avec l'histoire, hein. Tant mieux. Tant mieux, petit à petit. On n'a pas parlé de la couverture parce qu'elle est vraiment magnifique et évidemment, elle date de 1934. C'est une commémoration de la Commune de Paris. Oui. Ce choix-là, pour quelle raison? Elle s'étend sur d'ailleurs tout le livre avec les rabats, justement. C'est ça aussi qui est intéressant puisque l'inscription russe apparaît en quatrième de couverture, pas forcément sur la première page. C'est aussi intéressant, voilà. En effet, elle s'étend sur tout le long du livre. Ce choix-là, Alexandre, vous l'avez fait comment dire, en adéquation aussi avec Nadège. Est-ce qu'il avait un impact particulier aussi pour vous? Alors, il y a 2 choses. Les éditions Agulot ont décidé pour Passage de l'avenir 1934 d'innover en termes de couverture et d'avoir donc des couvertures que moi j'appelle paysages, je ne sais pas comment elles s'appellent, mais donc qui se déplient là avec les rabats, ce qui obligeait forcément à avoir une photo paysage. Et Cyril, le graphiste qui a travaillé sur la couverture, a cherché par lui-même les photographies. Il m'a fait on m'a fait 2 propositions de couverture. Euh, et quand j'ai reçu celle-ci, j'ai reçu, je ne sais pas si c'était sur mon téléphone ou mon ordinateur, qu'importe. Mais quand j'ai ouvert le fichier, moi j'avais d'abord que la couverture Passage de l'avenir 1934. Et il y a un élément qui, pour moi, enfin, qui m'a sauté aux yeux. Je n'ai vu que ça. Alors, c'est pas mon nom sur la couverture, ça, c'est pas ça. Euh, c'est cette jeune femme qui est au milieu de la foule, un peu sur la pointe des pieds là, et qui regarde au-dessus. Et je me suis dit, c'est dingue, il a trouvé Camille. Et il m'envoie un truc et il y a Camille. Et je n'arrivais pas à voir autre chose que Camille, en me disant, mais voilà, j'étais bluffé par. Donc j'ai été forcément emballé. Ensuite, j'ai aussi regardé tout le reste, et notamment donc le fait que comme vous l'avez rappelé, c'est une commémoration de la Commune de Paris au Père-Lachaise, et qui d'ailleurs est évoquée dans le roman, donc ça c'est rigolo. Il n'y avait qu'une chose qui me dérangeait, c'était l'inscription en russe, donc en cyrillique, le drapeau, où là j'ai demandé, même si ça se fait pas, ou pas nécessairement comme ça, qu'on mette toute la légende du document, parce que sinon c'est... voilà. Enfin, là, l'historien que j'étais me disait on peut pas mettre la photo comme ça, avec en plus du russe, ou on peut ne pas comprendre. Oui, Camille, voilà, vous l'avez pointé. C'est pour moi, hein, j'oblige personne à y voir Camille, hein. Euh, et donc voilà, on a mis donc du coup qu'est-ce qu'était la banderole en russe, qui est en fait un drapeau qui a été donné à ce moment-là aux militants parisiens de l'époque. Parfait. Et c'est vrai qu'elle est frappante. Alors, il y a plusieurs choses, hein. Et c'est vrai qu'il y a un homme aussi tout à droite avec des lunettes de soleil qui est aussi, qui m'a aussi beaucoup attiré. Il y a ce fil tendu, cette cordelette aussi. Il y a quand même beaucoup d'éléments dans cette couverture si on y prête un petit peu plus attention. Et je comprends totalement que vous ayez été séduit. J'aimerais que vous nous lisiez un deuxième passage, Alexandre, avant que je vous pose 2 questions récurrentes que je pose à chaque émission. Donc on avance un peu plus dans le livre.
C'est la rencontre entre Funel et Bornek. Il semblait alors à Gabriel qu'il ne verrait jamais le bout de ce défilé quand il tomba nez à nez avec Bornek. Tiens, vous ici, vous faites dans le mousquetaire maintenant, se moqua Gabriel. Cela m'étonne de vous, commissaire Bornek. C'est-à-dire que je voulais vérifier par moi-même vos fréquentations sociales fascistes, camarade Funel, rétorqua Bornek. Ils se connaissaient depuis suffisamment longtemps pour échanger de la sorte. Gabriel Funel et Roger Bornek s'étaient déjà croisés à plusieurs reprises. On ne pouvait pas dire qu'il existait entre eux une amitié ou une complicité, mais le journaliste et le commissaire partageaient parfois un intérêt commun, ce qui les incitait à faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit, totalement insoupçonnée de leur entourage respectif. Passez-moi une information dans votre organe central. Je cherche à savoir qui est la môme repêchée avant-hier du côté du pont national, enchaîna Bornek. Vous en avez déjà dit 2 lignes, essayez d'en écrire davantage. Vous avez décidé de rejoindre le Front unique des travailleurs qui combattent le capitalisme? Disons plutôt que cela vous donnera l'occasion de me convaincre de votre influence auprès des masses. Promettez-moi alors de porter le journal à Chiappe quand vous lui apporterez des oranges à la santé, lui répondit Gabriel en s'éloignant. Euh, je crois qu'il a démissionné ou licencié par Daladier, je ne sais plus. Oui, oui, il est, Brevet effectivement, de fonction, en tout cas. il est effectivement démis de ses fonctions et déplacé. C'est ça. Alors, deux questions. La première étant que on est en 1934 dans votre roman, ça fait donc 90 ans. Aujourd'hui, il y a clairement une résonance avec 2024. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que ce roman a été écrit peut-être avant le Covid et décalé? Ça, vous nous le direz peut-être, Alexandre, je ne sais pas. Mais ma question est la suivante. Comment vous voyez le monde dans 50 ans, en 2074, vous qui êtes un spécialiste du passé, est-ce que vous avez le même talent pour envisager l'avenir? Alors, forcément non. J'ai forcément pas le même talent pour envisager l'avenir pour une raison toute simple, c'est que l'avenir est forcément fait de ce que nous ferons ensemble. Et entre ce que mes propres aspirations, les vôtres, etc., à partir de là, il va se produire quelque chose qui sera forcément quelque chose très différent de ce qu'on a imaginé. Euh, cette question, à une époque, je répondais toujours par ça faisait, mais c'était pas pour être pédant, hein, je tiens à le dire tout de suite. J'avais découvert au hasard de mes lectures une citation d'Engels, donc le comparse de Marx, qui répondait à un dénommé Kugelmann sur le sens de l'histoire, etc. Et il lui expliquait que, en fait, la difficulté, c'est qu'il y a la somme des individus aspire à quelque chose qui va rencontrer du commun, et à partir de là, on va déboucher sur autre chose que peut-être ce que chacun des individus aura imaginé de son côté. Donc, à l'heure où on se parle, on va dire que là, pour le coup, je vais être un peu manichéen. Parce que je suis résolument optimiste et que je continue de penser, comme je l'ai dit au tout début de notre échange, que le Front populaire aurait pu se terminer autrement que la façon dont il va se terminer. J'ose espérer que l'avenir que nous allons construire est un avenir meilleur que certains indices qui tendent à raisonner ici ou là, ne serait-ce que suffit de parler d'une seule chose qui n'est pas directement sociale, qui est l'urgence climatique. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça alors qu'on a suffisamment d'indices qui montrent que l'activité humaine est à l'origine d'un certain nombre de dérèglements et que si on ne se prend pas en main, la catastrophe annoncée se rapprochera chaque jour. Donc voilà, donc j'ose espérer qu'on va réussir à changer le cours des choses. Et puis pour ma part, je fêterai volontiers mon 103e anniversaire avec vous. Voilà, je serai peut-être moins sucrerie qu'aujourd'hui, mais bon, il me restera un peu de souffle. Roman de la série 1934. Non, parce qu'elle s'arrête en 38 vraiment. Après, on verra pour le reste, mais
Très bien, c'est noté. Et ma dernière question étant, je vous ai demandé de choisir un auteur ou un livre méconnu, ou en tout cas moins connu finalement, un petit peu comme Le Front Populaire ou l'affaire Stavisky, que vous aimeriez mettre en avant, quelque chose qui vous a parlé, qui vous a ému peut-être. Quel livre avez-vous choisi, Alexandre? Alors j'ai choisi un livre qui est cité, j'ai choisi le livre que Funel lit le dimanche chez lui, j'ai choisi de Paul Nizan Antoine Bloyer, c'est-à-dire le premier roman de Paul Nizan, qui est justement paru à la fin de l'année 1933, donc on peut tout à fait le lire au début de l'année 1934 et encore aujourd'hui. Je l'ai choisi pour deux raisons. La première, c'est que Paul Nizan est un personnage que j'ai, quand je l'ai découvert, que j'ai toujours trouvé passionnant. Paul Nizan est un personnage qui est complètement oublié aujourd'hui. C'est un intellectuel qui va s'engager au sein du Parti communiste, qui va être journaliste, d'abord à l'Humanité, puis ensuite au journal Ce Soir, qui va quitter le Parti communiste au lendemain de la signature du pacte germano-soviétique en août 1939, sans expliquer pourquoi il quitte le Parti communiste, considérant que le contexte se suffit à lui-même. Il avait une proximité avec le responsable de la rubrique internationale de l'Humanité, qui par ailleurs était parlementaire, euh, qui participait aussi à la commission des affaires étrangères, etc. Et on sait que ces deux journalistes auraient aimé, euh, auraient aimé échanger de la situation pour pouvoir, parce qu'ils étaient amis et que l'un a fait un choix que l'autre n'a pas fait, donc ils auraient voulu discuter de ça. Et Nizan, il a ce regard toujours très, très vif sur les choses et toujours passionné. Il avait écrit un premier texte qui s'appelle Aden Arabi et qui est connu pour sa première phrase qui est « Je ne laisserai dire à personne que 20 ans est le plus bel âge de la vie ». Voilà, ça c'est assez fort comme début de roman. Il a publié également, il a publié d'autres romans par la suite, et puis il a publié aussi sur les accords de Munich de septembre 38, c'est-à-dire le moment où les démocraties vont laisser en fait Hitler démembrer la Tchécoslovaquie, voilà, ce qui annonce la suite. Il va publier un essai d'actualité immédiate qui s'appelle Chronique de septembre, pardon, qui est passionnant. Il fait un exercice à la fois littéraire et un exercice de journaliste, et c'est vraiment un très beau texte à lire. Et Antoine Bloyer, donc tout porte à croire que c'est l'histoire du père de Nizan, lequel Paul Nizan était en conflit avec son père, ce qui en soi n'est pas complètement comment dire, très original. Mais c'est c'est l'histoire d'un homme qui en fait euh, quitte sa condition sociale, quitte sa classe, puisque c'est le fils d'un ouvrier et d'une femme de ménage, pour devenir autre chose, aspirer en tous les cas à une autre place dans la société, mais qui va se rendre compte au fur et à mesure que de toute façon, la place à laquelle il aspire, elle lui sera systématiquement refusée parce qu'il n'appartient pas au milieu social qu'il veut rejoindre à tout prix. Et donc, c'est extrêmement féroce c'est très féroce, hein, disons, c'est très, très féroce sur l'époque. Il y a, d'une certaine façon, il y a un peu
pourrait le dire comme ça, il y a un peu de Annie Ernaux dans Nizan, même si l'un et l'autre, voilà, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes destinées, etc. Mais voilà, il y a de la correspondance. Et, euh, et c'est vrai que Nizan, bon, moi je l'ai découvert au lycée, voilà, il m'a accompagné, il continue de m'accompagner. Et c'est quelqu'un voilà, c'est quelqu'un qui, je trouve, mérite d'être lu. Et bien, très vite, hein, puisque j'imagine que la suite est prévue peut-être pour l'an prochain, pour 2025, ou pas du tout? Vous vous laissez plus de temps pour écrire la suite? Comment vous envisagez les choses? Est-ce qu'il y a déjà un calendrier prévisionnel? Est-ce qu'il y a déjà des dates possibles ou pas? La suite est prévue pour le premier trimestre 2025. Eh ben voilà, magnifique. C'est une bonne nouvelle. Merci infiniment, Alexandre. Merci pour vos explications sur ce roman et votre pédagogie aussi, parce que les faits historiques sont pas forcément simples à cette époque. On a l'impression que c'est foisonnant et que les affaires, on a l'impression que tous les jours, il se passe des choses extrêmement complexes finalement. Alors aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus simple. J'ai l'impression qu'en tout cas, la société est plus peut-être aseptisée ou en tout cas plus simple à comprendre puisqu'on a plus d'informations aussi. Mais qu'à l'époque, les sources n'étaient pas forcément simples à obtenir. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça aussi, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des informations inédites, des archives inédites que vous avez consultées aussi pour écrire. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des choses que, entre guillemets, le commun des mortels ne savait pas? Non, dans mon travail d'historien, j'ai exploité des archives inédites, mais pour le roman, j'ai pas exploité d'archives inédites. J'ai plus mis en lumière des choses qui étaient perdues, on va dire, ici ou là. Mais voilà. Ben, merci à vous, merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'ici un dimanche soir pour discuter De d'un littérature. roman qui se passe il y a 90 ans. C'est ça, exactement. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir, Alexandre. Bonsoir. Au revoir à tous.